Donc pour répondre à cette dissertation de philosophie, pourquoi vouloir la vérité, voici quelques arguments dont vous pouvez vous inspirer. Le sujet pourquoi la vérité présuppose que l'homme est à la quête de la vérité. Ici, la vérité signifie la connaissance, le savoir absolu sur le monde, les choses qui nous entourent et sur nous, les hommes. Depuis des siècles, les plus grands savants du monde sont à sa quête pour ainsi la transmettre à l'homme. Mais elle a aussi été déformée, réfutée par grand nombre de philosophes. Il est donc intéressant de se demander s'il est nécessaire que l'homme veuille rechercher la vérité plutôt que de rester dans ses illusions. Pour commencer, nous définirons la vérité et analyserons les différentes définitions qu'on lui prête. Ensuite, nous verrons que la vérité est une sorte de libération. Puis, enfin, nous verrons que malgré tout, elle est souvent remise en cause. Déjà, intéressons-nous à la question « Qu'est-ce que la vérité ?» C'est une question que tout le monde se pose, même Ponce Pilate l'a demandé au Christ, et sur laquelle on a pu tout dire. Il faudrait donner une définition de la vérité. La vérité comme adéquation, comme le dit saint Thomas d'Aquin, la vérité est l'adéquation de la chose et de l'intellect. Et non ce que l'on pense couramment comme étant seulement le contraire du mensonge ou ce qui n'est pas faux. En effet, la vérité est le lien entre le réel et la chose, donc seuls nos jugements peuvent être considérés comme vrais ou faux. Il faut s'intéresser aussi à la vérité et à la croyance. Il est intéressant aussi de se demander si la vérité est une croyance ou si la croyance s'oppose à la vérité. C'est ça qui est à la base de la croyance en toutes les religions. Jésus-Christ même a dit « Je suis la vérité ». S'intéresser à la vérité selon Socrate. Pour Socrate, la vérité n'est pas un simple savoir que l'on apprend tous les jours. En effet, il pensait que la vérité était une partie de nous et que seul l'homme détient le pouvoir de la réveiller. Cette vérité brûle de se manifester. Socrate se considère comme étant l'accoucheur de la vérité dans l'esprit de l'homme. Nous verrons dans une prochaine partie que Socrate est en ce sens rejoint par Platon. C'est l'éveil de l'intelligence. Parlons de la vérité comme étant une libération. Intéressons-nous à la délivrance de l'ignorance. L'ignorance enferme l'homme et est capable de tuer ou de faire mal. L'ignorance est le fait de ne pas savoir, de ne pas posséder une certaine connaissance. Être ignorant aujourd'hui, c'est regarder une éclipse sans lunettes de protection ou partir dans un pays équatorial sans médicaments contre le paludisme ou sans vaccin contre la fièvre jaune. En cela, il est clair qu'on peut dire que l'ignorance blesse plus que la vérité, et dans ce cas-là, la découverte de la vérité est primordiale pour l'homme car elle lui sauve la vie. Une des raisons aussi que l'homme veuille accéder à la vérité est qu'il en a été trop longtemps privé. Par exemple, pendant plusieurs siècles, les messes étaient célébrées en latin, ce qui empêchait le tiers état d'accéder aux paroles bibliques, l'essence même de la vérité chrétienne. Pour prendre un exemple plus récent, la question des méfaits ou des bienfaits de la colonisation est aujourd'hui d'actualité, mais la vérité sur la colonisation n'est encore pas accessible à tous et encore des gens sont dans l'ignorance et donc en quelque sorte exclus, notamment les jeunes. Intéressons-nous à l'allégorie de la caverne de Platon. À travers l'allégorie de la caverne que l'on trouve dans le livre 7 de la République, Platon place l'homme dans une condition d'ignorance en le plaçant dans un monde obscur, un monde où la lumière n'est pas. Cette lumière qui personnifie la lumière de la connaissance manque à l'homme, mais ce monde a une ouverture sur la lumière, sur la connaissance, sur la vérité. Ce qui montre que l'homme n'est pas condamné à l'ignorance et qui peut accéder à la vérité. Tout cela est mis en scène par des prisonniers d'une caverne avec leurs jambes et leurs cous enchaînés depuis leur enfance. Platon montre en fait que ces hommes sont emprisonnés par leur ignorance. La clé de leur chaîne est nulle autre que la lumière, la vérité, et que eux seuls peuvent y accéder. Leur principal crime est le fait qu'ils croient savoir alors qu'ils ne savent rien, alors que le philosophe, lui, est conscient qu'il ne sait pas, ce qui le rend grand. La découverte de la vérité détache ses chaînes et le libère des illusions. Cette allégorie peut être soutenue par l'exemple suivant. La découverte de l'héliocentrisme de Galilée a été rejetée par l'opinion publique, qui était convaincue que la Terre était au milieu de l'univers, bien que celui-ci avait de solides démonstrations. Intéressons-nous à la vérité comme source du progrès. La vérité a permis à l'humain de sortir de l'ignorance et a été le moteur qui l'a conduit à la connaissance de soi et du monde qui l'entoure. C'est en cela une liberté. Et ça rejoint la Genèse, la vérité vous affranchira. Elle a permis aux grands hommes de démentir toutes les erreurs antagonistes, comme Aristote qui a démenti que la Terre était plate. Elle éclaire les hommes, en effet on a pu voir la fausseté de certains alchimistes qui prétendaient pouvoir créer de l'or à l'aide de formules. Grâce à la vérité, l'homme a des repères, mais nous allons voir que pour certains hommes, il est préférable que la vérité n'existe pas.
Il faut maintenant s'intéresser à la remise en question de la vérité, en parlant du renoncement à la vérité. Certains philosophes pensent que l'homme ne doit pas aboutir à la vérité, bien qu'ils aient des façons de penser différentes. En effet, Sartre est plus direct quand il dit que la révélation de la vérité de l'existence aboutit à l'absurdité. C'est dans un sens aussi restreint que l'homme veut seulement la vérité. Il convoite les suites agréables de la vérité, celles qui conservent la vie, envers la connaissance pure et sans conséquence. Il est indifférent envers les vérités préjudiciables et destructives, il est même hostilement disposé. Nietzsche veut en fait dire que l'homme ne veut pas la vérité pour elle-même, c'est-à-dire la connaissance et la délivrance de l'ignorance comme on le croit. En effet, l'homme a tendance à choisir sa vérité, selon Nietzsche, si cette vérité le dévalorise, il ne l'acceptera pas. C'est en effet ce qui s'est passé avec la théorie de Darwin qui place l'homme dans l'évolution animale, et cette théorie a été violemment réfutée par l'Église car elle contredisait l'Écriture. Alors que si Darwin avait prouvé que l'homme descendait d'Adam et Ève, il aurait été adulé par l'Église car il aurait mis fin au doute des gens. C'est ce que Nietzsche veut dénoncer, il recommande même à l'homme de rester dans l'illusion et de renoncer à la quête de la vérité. Le sceptique est proche de la pensée de Nietzsche car il dit que tout objet est relatif, c'est-à-dire que personne ne perçoit une chose de la même façon. Par exemple, une personne peut dire que l'acteur qui joue dans ce film n'est pas très doué, alors qu'une autre personne le trouve plein de talent. C'est pourquoi le sceptique propose de n'émettre aucun jugement. Intéressons-nous au cogito, comme seule certitude. Descartes déclare que la seule certitude que l'homme doit avoir, c'est le cogito, c'est-à-dire « je pense donc je suis ». Pour lui, seul ce cogito est irréfutable. Il conclut donc que si une chose peut être démontrée comme le cogito, alors elle est vraie. Pour lui, la vérité ne doit pas être comparée aux choses, mais par rapport à cette intuition certaine. Intéressons-nous à l'opinion publique. Pour l'opinion publique, la vérité n'est pas toujours bonne à dire. En effet, elle peut blesser et donc est évitée par les hommes. Par exemple, lorsqu'un médecin doit annoncer à son patient qu'il va mourir, il préfère s'abstenir, ou encore lorsqu'un homme renonce à dire à ses parents qu'il est homosexuel par peur de les blesser, il préfère s'abstenir et ainsi vivre dans le mensonge. L'opinion publique semble avoir peur de la vérité ou de la découverte de la vérité. En effet, on assiste parfois à des parents qui pensent que la philosophie en terminale est trop tôt pour l'enfant, alors que la philosophie est le principe même de la quête de la vérité. N'est-ce pas plutôt par crainte ou refus de la vérité ? En conclusion, on peut dire que les opinions sur la recherche de la vérité étaient, sont et seront toujours aussi mitigées. Certains hommes préfèrent rester dans l'illusion, dans l'ignorance, par crainte ou refus de la vérité, ou peut-être aussi plus libres. Par exemple, faire des actes dangereux comme si la mort ne nous concerne pas. D'un autre côté, certains hommes sont à la recherche de la vérité à tout prix et passent par tous les moyens pour parvenir à la vérité. Philosophie, religion, etc. Même les pires, comme les sectes. Nous allons maintenant lire un texte qui va vous rappeler quelque chose. Il s'intitule « Le mythe de la caverne ». Socrate. Imagine des hommes dans une demeure souterraine en forme de caverne, possédant une entrée ouverte à la lumière, qui s'étend sur toute la longueur. Imagine aussi que ces hommes sont là depuis l'enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'ils restent à la même place et ne peuvent rien voir que ce qui se trouve devant eux, leur chaîne leur empêchant de tourner la tête. Imagine enfin que la lumière d'un feu allumé loin derrière eux, sur une hauteur, leur parvient, et qu'entre le feu des prisonniers s'élève un chemin le long duquel un petit mur a été construit, semblable aux panneaux que les montreurs de marionnettes dressent entre eux et le public, et au-dessus desquels ils font voir leur tour prestigieux. Glaucon. J'arrive à l'imaginer. Socrate. Envisage maintenant tout au long de ce petit mur des hommes portant toutes sortes d'objets fabriqués, qui dépassent du mur, des statuettes d'hommes et des animaux en pierre, en bois, façonnés dans toutes les formes, et bien entendu, parmi ces hommes qui défilent, les uns parlent et les autres se taisent. Glaucon. Ton image et tes prisonniers sont étranges. Socrate. Pourtant ils nous ressemblent. Et d'abord penses-tu que de tels hommes aient vu autre chose de même et de ceux qui les entourent que les ombres projetées par le feu sur la paroi de la caverne en face d'eux? Glaucon. Comment pourraient-ils faire autrement, s'ils sont forcés de garder la tête immobile pendant toute leur vie? Socrate. Mais, alors s'ils pouvaient discuter, ne penses-tu pas qu'en désignant par un nom de ce qu'ils voient, ils croiraient nommer les choses elles-mêmes? Glaucon. Sûrement, oui. Socrate. Et si le lieu de leur détention était tel que la paroi qui leur fait face leur envoyait un écho? Chaque fois que l'un des porteurs parlerait, ne crois-tu pas qu'il prendrait sa voix pour celle de l'ombre qui passe devant eux? Glaucon. Je le crois. Socrate. Il ne fait aucun doute que dans une telle situation, ces hommes ne considéreraient comme vrai que les ombres des objets fabriqués. Glaucon. Sans aucun doute. Socrate. Examine alors ce qui leur arrivera naturellement s'ils sont libérés de leur chaîne et guéris de leur ignorance. Chaque fois que l'un d'eux sera délivré et soudain contraint de se dresser, de tourner le cou, de marcher, de lever les yeux vers la lumière, tous ces actes le feront souffrir, et à cause de la lumière éblouissante, il ne sera pas capable de regarder les objets dont il voyait jusqu'alors les ombres.
Que répondra-t-il, à ton avis, si on lui dit qu'il n'a vu auparavant que des choses futiles, mais que maintenant il voit mieux, étant donné qu'il se trouve plus près de la réalité et qu'il est tourné vers des choses plus réelles? Et si, en outre, en lui montrant chacun des objets qui passent devant lui, on le force par des questions à dire ce qu'est chacun d'eux, ne crois-tu pas qu'il sera dans l'embarras et qu'il considérera les objets vus auparavant comme plus vrais que ceux qu'on lui montre à présent? Glaucon. Beaucoup plus vrais, en effet. Socrate. Et si on l'oblige alors à regarder la lumière même, n'aura-t-il pas mal aux yeux et ne la fuira-t-il pas pour se retourner vers les objets qu'il est capable de voir? Et ceux-là, ne les estimera-t-il pas plus clairs que ceux qu'on lui montre? Glaucon. Oui. Socrate. Et si on le force à monter le chemin rude et escarpé, et qu'on ne le laisse pas avant de l'avoir traîné jusqu'au dehors, à la lumière du soleil, ne souffrira-t-il pas, ne s'indignera-t-il pas d'être traité de la sorte? Et une fois parvenu à la lumière, les yeux aveuglés de son éclat, ne sera-t-il pas incapable de voir ne serait-ce qu'un seul des êtres que nous appelons maintenant vrais? Glaucon. Il en sera incapable, du moins tout au début. Socrate. En effet, je crois qu'il aura besoin de s'habituer, s'il veut voir les choses d'en haut. Tout d'abord, ce sont les ombres qu'il discernera le plus facilement, puis les reflets des hommes et des autres choses dans l'eau, puis les choses elles-mêmes. À partir de là, en levant les yeux vers la lumière des astres et de la lune, il contemplera pendant la nuit les corps célestes et le ciel lui-même plus facilement que pendant le jour, le soleil et la lumière du soleil. Glaucon. Sûrement. Socrate. Et je crois qu'en dernier lieu, il pourra voir et contempler le soleil tel qu'il est, non pas ses images dans l'eau ou sur n'importe quelle autre surface, mais le soleil lui-même à sa vraie place. Glaucon. Nécessairement. Socrate. Puis il en conclura que le soleil produit les saisons et les années, qu'il dirige tout ce qui se trouve dans le monde visible et qu'il est d'une certaine manière la cause de tout ce que lui et ses compagnons voyaient dans la caverne. Glaucon. Il est évident que c'est ce qu'il conclura au terme du parcours. Socrate. Mais alors, s'il se rappelle sa première demeure, la science qu'on y trouvait et ses compagnons de captivité, ne crois-tu pas qu'il sera heureux de ce changement et qu'il s'apitoiera sur les autres? Glaucon. Certainement. Socrate. Et ces honneurs et ces louanges qu'ils se décernaient les uns aux autres, et ces récompenses qu'ils accordaient à celui qui distinguait le mieux les ombres qui défilaient, à celui qui se souvenait le mieux de celles qui d'habitude passaient les premières, les dernières, ou arrivaient ensemble, et qui par conséquent était le plus apte à dessiner l'ombre qui allait venir, penses-tu qu'il estimera cela digne d'envie? Ou bien ne préférera-t-il pas 1000 fois, comme le dit Homère, n'être qu'un valet de ferme au service d'un pauvre paysan, plutôt que de revenir à ses opinions anciennes et de vivre comme il vivait là-bas? Glaucon. Je partage ton avis, il préférera tout endurer plutôt que de vivre comme il vivait là-bas. Socrate. Imagine encore qu'un tel homme redescende dans la caverne et s'assoie à nouveau à la place qui était la sienne. N'aura-t-il pas les yeux aveuglés par l'obscurité en arrivant soudain du plein soleil? Glaucon. Sans aucun doute. Socrate. Et s'il lui faut encore se mesurer avec les prisonniers toujours enchaînés, porter des jugements sur les ombres, cela pendant que sa vue est encore trouble et avant que ses yeux se soient habitués à l'obscurité, ce qui prendra beaucoup de temps, ne prêtera-t-il pas à rire et ne dira-t-on pas de lui que de son voyage il est redevenu les yeux malades et qu'aller là-haut ne sert à rien? Et si quelqu'un cherche à délivrer les prisonniers de leurs chaînes et à les conduire en haut, s'ils ont la possibilité de mettre la main sur lui et de le tuer, ne le tueront-ils pas? Glaucon. Certainement. Socrate. Maintenant, il nous faut appliquer cette image à tout ce que nous disions auparavant et assimiler le domaine visible au séjour de la prison et la lumière du feu qui l'éclaire à la puissance du soleil. En ce qui concerne l'ascension et la contemplation de ce qui se trouve en haut, si tu la considères comme la montée de l'âme vers l'intelligible, tu ne tromperas pas sur ma pensée. En tout cas, voici ma vision des choses, aux confins du domaine connaissable. Il y a l'idée du bien qui est difficile à voir. C'est elle qui, dans le domaine intelligible, en souveraine, dispense vérité et intelligence. C'est elle qu'il faut saisir pour agir avec sagesse, dans la vie privée comme dans la vie publique. Revoyons ensemble tout ce que nous avons vu au début de cette émission. Le mythe de la caverne est inclus dans le chapitre 7 de la République de Platon. Platon est né en 428 avant Jésus-Christ et mort en 348 avant Jésus-Christ. La police, c'est la cité, ça signifie la ville dont on est citoyen. À la tête de la police, il y a ceux qui sont les plus sages, les philosophes. Ce livre est un livre de politique.
Donc il faut imaginer des prisonniers enfermés dans une caverne, attachés, qui ne peuvent pas se retourner. Quand ils regardent le mur. Derrière ce mur, il y a un feu qu'ils ne voient pas. Derrière ce feu, les objets qui font des ombres sur le mur, des projections sur le mur. On détache un des hommes, il va au fond de la caverne pour sortir. C'est un chemin rude. Il sort péniblement. Arrivé à la lumière, en dehors de la caverne, il n'y voit plus rien. Mais il apprivoise petit à petit son œil et commence à voir, et il peut voir une autre lumière que celle de la caverne. Dehors, il y a le soleil et les objets, plus denses et plus réels. En comparant, il pense qu'au fond de la caverne, il était trompé, mais que dehors, c'est la vraie lumière. Il redescend en pensant que s'il le dit aux autres, ce sera bien. En redescendant, le même problème. Arrivé dans l'obscurité, il n'y voit plus rien. Racontant aux autres, les autres ne le croient pas. Le texte finit là. Les autres vont entendre son discours, mais ne vont pas le croire. Voici un schéma de la caverne. La caverne, donc symbole d'ombre, ignorance, aliénation et illusion, et le soleil. Lumière, savoir, libération et vérité. Alors, éducation vient de exducere, qui veut dire ex à l'extérieur, educere, conduire. Éducateur signifie qui conduit en dehors de la caverne. Tes prisonniers sont étranges, pourtant ils nous ressemblent. Citation de Platon. Le monde de la caverne symbolise ce qui est loin de la vérité. En dehors de la caverne, c'est le soleil, c'est la vérité. La caverne, c'est l'ignorance. Il y a le monde du bas et le monde du haut. C'est une grande allégorie sur l'éducation. L'enfant ne sait pas, il va lui falloir un guide spirituel pour le guider, pour l'élever. C'est quand je connais que je nais véritablement. Connaissance, nouvelle naissance. Paul Claudel écrit connaissance, ce qui signifie naître avec. On naît lorsqu'on connaît, c'est un jeu de mots forcé. Pour Platon, pour connaître, il faut privilégier la partie spirituelle du corps humain, il faut naître par l'esprit. Platon est un idéaliste, c'est-à-dire un non-matérialiste. L'idéalisme, ça veut dire l'esprit est supérieur à la matière. Les philosophies de l'Antiquité sont toutes matérialistes. Si jamais il n'y a pas de matière, il n'y a pas de possibilité d'esprit. La science est matérialiste. Psyché veut dire esprit en grec, ou âme. L'âme, c'est ce qui va continuer après notre corps. Il y a une différence entre âme et esprit. L'âme, c'est la connotation religieuse ou métaphysique. L'esprit, c'est la connotation laïque. Les idéalistes, comme Platon, pensent que dans l'être humain, il y a deux parties, l'âme et le corps. L'âme, c'est ce qui va rester. Le corps, c'est ce qui est périssable. Le corps, en fait, c'est la caverne. Les idéalistes condamnent le corps. Platon dit que le corps, c'est l'ignorance, le fond de la caverne. L'éducation, c'est dépasser le corps et de voir avec l'œil de l'esprit et non l'œil physique. Platon ne relativise pas, il pense qu'il y a une vérité. C'est une métaphore de la vérité avec un V majuscule. Si nous faisons confiance au corps, on va faire comme les animaux. Quand il m'informe, le corps m'informe mal, l'information de mon corps est insuffisante. Le corps, c'est la caverne, car c'est une illusion, je crois qu'il est désirable. Ce désir est trompeur. Le corps n'est pas la partie substantielle de l'être humain, il passe, il est transitoire, il ne tient pas, il s'en va. Soma signifie corps en grec. Le corps est un tombeau, c'est une belle illusion. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau. La vraie beauté, elle est spirituelle, c'est l'esprit la plus grande des valeurs. C'est une séduction illusoire, la beauté corporelle passe. Phosphorescent signifie porter la lumière. Platon pense qu'après notre mort, une partie de nous restera. Il pense qu'il y a un autre monde que le monde physique, le monde métaphysique. Pour lui, nous avions une âme. Elle a été punie et nous sommes tombés dans la matière. Ensuite, quand nous mourrons, notre âme est délivrée. Il pense comme la religion. Pour la religion, nous ne sommes pas que des corps, mais aussi des esprits. Une partie de toi, la meilleure, va s'élever au moment de ta mort et continuer dans un autre monde, dans une autre vie. L'âme, c'est celle que nous pouvons éduquer. Alors, il y a une différence entre la caverne et le soleil. La caverne, c'est le bas, l'obscur, l'illusion, l'ignorance, soma, aliénation. Le soleil, le haut, le clair, l'intelligible, la vérité, psyché, la libération. Le temps d'adaptation entre l'obscurité et la lumière signifie qu'il faut un temps d'adaptation pour voir la vérité, que ça se fait au fur et à mesure. Quand il redescend à la caverne pour dire ce qu'il a vu, ça veut dire que ce n'est pas facile de dire la vérité. Le monde de la caverne, c'est le monde de l'ignorance, l'obscurité, voire de l'illusion, avec les chaînes et les idoles. Le soleil, c'est la vérité, c'est le monde intelligible. Pour accéder à la vérité, l'homme ne peut se fier à ses impressions sensibles et premières, mais par l'éducation de l'esprit, il doit s'abstraire du monde des sens et atteindre le monde métaphysique des idées et de l'essentiel. L'homme libéré renvoie en fait au philosophe, ou à la part de philosophie en tout homme, qui aime la vérité plus que tous les autres amours, réussit à atteindre la vérité, mais à cause de cela, risque d'être mis à mort. Ainsi s'achève notre émission sur le mythe de la caverne. La prochaine fois, nous philosopherons sur la dissertation philosophique. À bientôt.